Voilà, là, je suis au-dessus d'une cuve. Tu vois, je peux Ah la ouais. montrer, je sais pas. On est encore en vinification, je suis au-dessus de la Ah, cuve. c'est génial. Voilà. Et après, je change de place pour avoir un meilleur son, si tu veux. Ouais. Cette cuve, elle a été remplie le 19, donc elle a 34 jours aujourd'hui. La cuvaison. Eh ben, dis donc. Tu bois de l'eau? Non, un Châteauneuf blanc. Excellent. Pour me mettre dans l'ambiance. Ouais. C'est bien. C'est bien. D'ailleurs, je vais peut-être aussi me préparer un verre de vin, moi, pour être dans la même ambiance que toi. Ah bah oui. C'est une bonne idée. Alors attends, je redescends. Vas-y. Tac, tac, tac. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, on avait vu avec Justine ce matin que ça passait. Tu m'entends? Je t'entends pas bien. Hein, Franck, Tu tu m'entends? m'entends toujours? Je t'entends. Ouais. Moi, je t'entends bien. On a pas mal d'esprits, non, apparemment. Eh bien, il y a déjà du monde qui est là, Daniel. Ouais, super. Il y a Super. déjà 13, 14 personnes. Combien? 14 pour l'instant. Je n'ai pas entendu alors. 14. Ça coupe un peu. Ah ouais, voilà. Oui. Non, mais tu as pas mal d'esprit quand même déjà. C'est bien. Impeccable. Bien. Regarde, là, je suis derrière. Est-ce que tu vois les bouteilles derrière moi Ouais, je vois de la ville. collection? Je la connais, la ville. Voilà. Bon, bien. Alors, là. Impeccable. Ça y est, je me suis trouvé un verre de blanc pour pouvoir Ouais. déguster avec vous. Ouais, c'est 2018. Hein. Ah ben moi, c'est 2019. Écoute, toi, tu es privilégié, tu en as encore un peu de 2018. Nous, il n'est plus qu'en collection, il n'est pas disponible. Ouais, je me suis adjoint les services de quelques amis. Oui. C'était ce qu'on a vu au mois de janvier, le 90. Ah ouais. Génial. Et j'ai prévu aussi, attends, c'est en même temps, hop. J'ai prévu un 2018 mais en rouge. Ouais. Ah, ça, c'est super, tiens. Et Ça si, m'intéresse énormément d'en discuter parce que je pense que le 2018 va refléter ce qu'on peut arriver à faire dans un millésime difficile avec vraiment un équilibre qui est vraiment excellent, quoi. et j'ai pris aussi des cailloux, tu vois, j'ai pris des calcaires et des galets roulés. Super. Alors ça, c'est très intéressant parce que j'ai fait une dégustation la semaine dernière avec des jeunes sommeliers qui travaillent dans des établissements. Là. Ouais. Ils étaient avec un sommelier formateur qui vient de Bourgogne. Et je leur ai fait déguster les éclats calcaires, justement, ce qu'on appelle pour le moment un projet Foudre 7, puisque ce n'est pas encore commercialisé. Je t'entends pas bien. Et c'est Ça a vrai, coupé le côté identité. un peu, Daniel. C'est embêtant ça. Et comme ça, c'est mieux? Ouais. Tu te mets à la canne ou pas? Ou tu restes là? Je t'entends pas bien là. C'est embêtant parce que tu m'entends mieux ou pas? Je t'entends mieux là, ouais, ça va. Bon, écoute, on va essayer de trouver l'endroit où c'est que c'est le mieux au niveau du son. Ça va. Ok. On a du Ok. monde qui arrive là tranquillement et On va commencer. ouais, on attend encore un petit peu. Si je fais ça, voilà, j'ai l'envers, là, c'est facile, c'est l'image à l'envers. Là, après, tu vois, je peux faire voir. Tu vois les cépages? Ah ouais, Tac. Voilà. Quand je vais faire voir la queue, je la mettrai à l'envers finalement. Et ouais, après, je me remettrai devant. Tu vois, c'est pas mal. ouais. Les 13 cépages, la collection, le Grand Partita, voilà. Toutes les. Ils sont dans le formol. Ouais, exactement. Ok, je la remets en normal pour qu'on se voit. Voilà. Ok. Bon, ben écoute, ça a Ah, l'air quand de ça bien arrive, marcher. il y a encore pas mal de monde qui arrive. On va lancer le thème
Ah ben, j'attends que tu sois prêt et puis je me tiens prêt. Tu veux que on se retrouve dessus la cuve ou par exemple? On va peut-être commencer le webinaire et puis on ira sur la cuve au bout d'un moment. Ouais, puis après j'irai aussi dans la cave à foudre en restant proche pour avoir un bon réseau. Ouais, Voilà, on marche un petit peu à mesure, c'est ça. ouais, absolument. Bien, très bien. Là, ça va. Tu as la bougeotte ce soir. Hein. Ouais, non, mais là c'est parce que je suis encore pas encore à 100% détendu comme je le suis d'habitude. Je suis passé devant les caméras de la télé plusieurs fois, ça allait bien, mais j'ai jamais fait encore tout à fait le webinaire, c'est le premier. Donc, c'est toujours un peu pareil, il faut se mettre juste en place. Ouais, bah Ça bien. va aller tout seul, ça va aller tout seul dès qu'on aura commencé. Tout à fait, absolument. Il y a du monde qui arrive encore. On va attendre. Ouais, on est encore, tu vois, il est 59, donc ça va. Ah ben non, mais on a le temps, hein, on va le faire. Ouais. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, hein, comme on dit. Qu'est-ce que tu as Donc, fait toi aujourd'hui? aujourd'hui, on a décuvé une cuve, justement. Et puis, aujourd'hui, on a dégusté aussi tout ce qui est avec des malots, tout ce qui est sur Mar. Donc, quand même, un joli programme de travail. Et puis, un peu le programme aussi de travail à la vigne, puisque c'est quand on a fini les vendages, en fait, le millésime de l'année d'après se prépare déjà. Donc, on est avec des équipes aussi dans les vignes. Tu m'étonnes. Attends, il y a beaucoup de monde qui arrive là. Il faut que j'accepte. Parce qu'il faut, du coup, il faut que j'accepte chaque personne qui arrive. Tu as raison, accepte. 58 là. 60. Ok. Impeccable. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va? Il y a déjà des quiz pour traduire Daniel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on va dire. Ça veut dire que pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que Malo, j'ai décuvé et tout ça, Oui, c'est déjà des entraînements. ça fait bosser la vitiono, c'est bien. ouais. Donc, malolactique. Alors, là, il ne faudra pas hésiter à poser des questions hein, quand tu as besoin. Moi, là, je parlais, je répondais de manière technique à Franck. Je répondais de manière, pour blaguer sur la pédagogie. technique à Franck. Tu vas bien, Aurélien? Oui. J'ai eu un atelier d'annulé ce soir, donc je profite et je viens assister au webinaire. Donc, Content. Bon, je pense qu'on a soit 65, ça commence à arriver, on va commencer. On va y aller dans 2 minutes. Alors, juste avant de commencer avec Daniel, je vais vous montrer c'est comme le cinéma, je vous vends les prochains. Je vais vous montrer le programme des prochains, qui est plutôt sympa, avec une belle petite surprise. Je vais partager mon écran. Tac. Partage l'écran. S'il veut bien. Hop là. On arrive, vous allez me dire si vous voyez. Vous voyez mon écran, ça va? Ouais ou pas? Moi, pour le moment, ça cherche. Vous le voyez ou pas? Ça y est, c'est bon pour moi. Ouais. Essayer de passer en plein oui. écran. Ok, ouais, super. Ouais, c'est bon. Merci à vous. Voilà, donc le prochain webinaire parce que du coup maintenant, écoutez, comme ça a l'air de plaire à pas mal de monde, nous, ça nous plaît aussi de partager notre passion du vin. Donc on aura 4 très beaux webinaires d'ici la fin de l'année. Le 5 novembre avec Jacques Rigaud, donc, qui est l'historien et père de la dégustation géosensorielle. Il vient de terminer un magnifique livre que je viens de finir de lire qui s'appelle Le monde du vin aujourd'hui. Donc il sera avec nous dans 15 jours pour en parler. Et alors après, le 19 novembre, on aura ça n'a pas été simple, mais je suis très proche de lui, c'est Bernard Noblet, donc, que certains connaissent. Donc Bernard Noblet, l'ancien maître de chai de la Romanée-Conti, qui sera avec nous
voilà, heureusement qu'on aura son fils pour nous aider à le connecter à l'ordinateur. Donc, il sera avec nous pour un webinaire sur le thème de si la Romanée Contim était comptée. Ensuite, on aura la chance d'avoir Paul Anselme du domaine Georges Vernet qui nous racontera comment Condrieu a survécu dans ses heures sombres à travers les yeux de Georges Vernet, son beau-père, qui est décédé il y a quelques temps. Et on terminera par un très bel atelier webinar sur l'étoffe du terroir. Donc, c'est un outil ludique, pédagogique pour le toucher du vin avec de la soie, du taffetas, etc. Donc, on partagera cette pratique-là avec la personne qui l'a inventé, qui s'appelle Cyril Tota, qui est un grand passionné de vin, formateur en Bourgogne. Voilà. Voilà un petit peu le programme, mais vous recevrez les invitations en temps et en heure, et on va pouvoir maintenant commencer tranquillement notre webinaire sur la biodynamie en vérité. Alors pourquoi j'ai choisi le titre de la biodynamie en vérité? Parce que dans la biodynamie, on raconte beaucoup de choses. Et j'avais envie, parce que bon, Daniel, on se connaît depuis quelques années, puis je vais te laisser te présenter, de ne pas avoir de langue de bois, hein, ça c'est important, et de ne pas être dans le discours séducteur, mais être dans la vérité de ce que peut donner la biodynamie. J'aimerais peut-être, tu peux peut-être te présenter, Daniel. Avec plaisir. D'abord, bonjour, bonsoir à tout le monde. Plaisir de partager cette première expérience pour moi avec vous. Donc, je suis Daniel Coulon et c'est un domaine qui est familial. Je représente la 7e génération. Et puis, voilà, j'ai quelques cheveux blancs, donc j'ai fait quelques petites vinifs. J'ai fait la 40e déjà, 41e maintenant. Voilà. Donc, le domaine est en biodynamie. On peut y revenir peut-être petit à petit à mesure de tes questions, Franck. Oui. Alors justement, une des premières questions, je crois que le domaine, il est dans la famille depuis longtemps. Oui, ça c'est un domaine qui est long, familial, et je représente donc la 7e génération avec mon frère. Et aujourd'hui, j'ai la chance que mes 2 enfants aînés, je dirais, nous aient rejoints. Donc on est 4 membres de la famille actifs. Et puis encore mes parents qui sont toujours présents, mais qui sont maintenant bien retraités, une retraite bien méritée. Alors, donc en fait, si on remonte, si tu veux, cette génération, excuse-moi, si on remonte cette génération, c'est jolis chiffres, mais les plus vieux papiers qu'on ait pu trouver remontent à 1695. Donc c'est encore plus vieux que cette génération. Il faut penser que donc on était quand même et on n'est toujours que des vignerons paysans, et que les papiers, la révolution, tout ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été détruites. Les seules preuves qu'on ait, c'est des actes notariés. Donc le plus ancien, c'est 1695. Attends, je vais juste. Hop, voilà. Ce que je voulais te dire, en fait, Daniel, voilà, tu nous as parlé un petit peu de toute cette histoire du domaine. Ce qui serait peut-être important, c'est de dire finalement le domaine, il a connu un petit peu tout, puisqu'il a connu l'ère pré-chimique, il a traversé le chimique, il est arrivé en bio et en biodynamie. Donc peut-être ce serait intéressant que tu nous dises, toi, comment vous avez traversé ça de façon intergénérationnelle. Et je me rappelle voilà, que tu me parles un petit peu de tes observations concrètes, et peut-être que tu partages avec nous l'anecdote, tu sais, qu'on avait fait quand on a fait les vendanges, et sur la quantité de produits qu'on met. Tu sais, par rapport à ce que tu mettais en chimie, ce que tu mets en biodynamie. Ah oui, oui, oui. C'est intéressant peut-être de partager ce temps-là. Oui, oui. Oui, alors disons, je pense que la chance a été à la Franck, je crois que je t'ai perdu. Est-ce que tu m'entends encore, toi? Non, c'est bon, ça entend. Donc ça, c'est génial. Donc, la chance a été d'avoir un domaine qui était déjà particulièrement bien travaillé par mon père aussi, avec de la matière organique, avec tout ça, mais avec l'utilisation évidemment de produits chimiques. De par, moi j'ai fait un cursus scolaire, universitaire, je dirais, traditionnel, où j'ai eu une formation classique, et j'ai appris toutes les méthodes classiques de l'époque.
Mais après, par ma sensibilité, j'étais très attiré par la nature, le respect de la nature et par la façon de se faire soigner aussi, par ma mère notamment, et puis par mon épouse que tu connais aussi maintenant. Donc, tout ça, ça m'a rapproché encore plus près de la nature. Et à partir des années 87, on a commencé à garder de l'herbe dans les vignes. Et tu vois, c'était déjà une grande première dans la région à l'époque. Et on a eu même tout d'enherbé jusqu'aux années 2000. Après, l'année 2003 a permis de changer un peu ça. Mais ce que je te racontais un jour, c'était... alors, on utilisait déjà, donc on était en bio, et on utilisait, bien sûr, le cuivre et le soufre. Et moi, j'utilisais la dose homologuée, quoi, ce qui me semble logique, c'est comme ça. Et on utilisait donc le cuivre à ce moment-là à 12 kilos. La dose homologuée, c'est quoi? Alors, c'était 12 kilos de bouillie bordelaise par hectare. 12 kilos par hectare, hein, juste pour se souvenir Ouais, ouais, du ouais, fruit. ouais. Et aujourd'hui, quand on fait un traitement pour le midou, on est notre dose, c'est allez, 100, 120 grammes, 120 grammes par hectare de cuivre. Donc, ça veut dire que même si c'est une année très, très difficile, euh, on va en mettre 3 ou 4 fois moins qu'un seul traitement de cette époque-là. C'est énorme. Il y avait combien de traitements à l'époque? Ben, je me rappelle, alors là, je ne travaillais pas à temps complet sur le domaine, mais le mercredi ou le jeudi et le week-end, quand il y a eu besoin, on donnait déjà un coup de main. L'année 77, où j'avais donc 17 ans, année très, très, très pluvieuse, on s'est retrouvé à faire près de 20 traitements parce que c'était intenable, quoi. Il y avait un midou, une pression phénoménale. Donc, si je calcule bien, ça fait 20 fois 12, c'est ça? Ouais, alors peut-être qu'on ne faisait pas tout à 12, tu vois, mais si tu le fais déjà, si tu en comptes même que 10 à 12, ça fait 120 kilos. Et aujourd'hui, si je prends cette année, j'ai utilisé 1 kg 250 sur le millésime 2020, par exemple. Et donc, ça veut dire que la biodynamie, elle a quand même amené et transformé quelque chose. Oui, oui. Je pense que un des principes, il est de respecter le cycle de la nature et des plantes. Et si on respecte ça, on n'appelle pas la maladie, ce qui me permet, si tu veux, d'être, comment dirais-je, vraiment en adéquation avec ce milieu. Et la plante, bon, si le climat est défavorable, elle peut quand même attraper, évidemment le mildiou, mais on peut parler de l'oïdium et d'autres maladies. Mais le mildiou, c'est celle qui est la plus sensible par rapport au cuivre et à cette notion-là. Donc là, quand on a à des doses, comme je viens de dire, c'est-à-dire 1 kg 250, et même si on monte même jusqu'à 3 kg, on peut penser que la vigne en consomme. C'est un oligo-élément pour elle. Elle peut consommer jusqu'à 2 kg de cuivre par an, qu'elle consomme comme elle consomme du magnésium, comme elle consomme de la potasse, comme elle consomme des éléments nutritifs du sol, quoi. Donc à ces doses-là, on n'enrichit plus le sol. Alors par contre, voilà, c'est vraiment très intéressant comme, de se dire que même, si tu veux, mon père, c'est vrai qu'il a vécu ça et en observateur, peut-être il a mis 7 ou 8 ans à me dire après, mais Daniel, toi tu avais semé de l'herbe dans les années 87, 88, je ne comprenais pas parce que moi, tout le reste de ma vie, je m'étais battu pour qu'il n'y ait pas d'herbe dans les vignes. Et toi tu as une scène, là je ne comprenais pas. Et maintenant, je peux dire, ah, j'adore ça, c'est beau, il y a de la vie, il y a tout ça. Et pour le cuivre, il m'a dit pareil, il m'a dit, mais j'avais peur qu'on en ait, etc. Et puis, il n'y a pas plus de midou que ce qu'on pouvait en avoir dans ces années-là, quoi. On arrive vraiment, vraiment à des résultats exceptionnels. Alors, j'aimerais te poser une autre question, Daniel. Il y a beaucoup de domaines en biodynamie qui vont avoir, tu vois, 3, 4, 5, 10 hectares et parce que c'est une pratique qui demande de la main-d'œuvre, du personnel, de la vigilance. Et toi Oui. vous avez, je crois, si je ne me trompe pas, entre Côte-du-Rhône, Rasteau et Châteauneuf, vous avez quelque chose comme à peu près 60 hectares.
Donc, C'est ça. comment vous gérez ça dans la vraie vie, quoi? C'est ça, c'est ça. Alors, un des trucs, il aurait été déjà plus facile de me dire, je fais que les châteaux neufs en biodynamie, mais ça, c'est pas mon caractère, parce que si j'estime que c'est bon pour la vigne, j'aime autant mes coturones que mes rastos, donc je veux les soigner aussi bien. Donc c'est peut-être ce qui m'a pris un peu de temps, puisque je n'ai fait certifier la biodynamie qu'à partir de 2007. Euh, et, mais à travers ça, il a fallu que je trouve une idée, une méthode qui aujourd'hui est transposable pour des domaines un peu plus grands comme le mien. Parce que quand je visitais des domaines au début des années 90 et puis à la suite dans les années 2000, c'était souvent, comme tu dis, des petits domaines de 6 à 10 hectares maximum. Et ma première idée a été de mettre, au lieu d'un dynamiseur, d'en mettre deux, et puis de les mettre sur une remorque à vendage avec un groupe électrogène, une cuve d'eau, et je me promenais dans mes vignes pour aller faire toutes ces pulvérisations de biodynamie. Et comme on fait ça au lever du jour, le matin quand on est bien frais, avant le lever du jour on dynamise et au lever du jour on pulvérise, un matin il m'est venu un message sublime me disant « Mais Daniel, tu es bien idiot, au lieu de le mettre sur la remorque, c'est déjà très très bien, mais tu as qu'à faire plusieurs sites. » Et donc j'ai fait 3 sites dans lesquels je peux dynamiser, et donc je peux à ce moment-là pulvériser 12 hectares chaque matin, ce qui veut dire qu'en 3 matinées, je suis capable de faire la totalité de mon domaine. Ah ben, Dieu, et aujourd'hui, ça a l'air tellement simple et évident, mais franchement, je me trouve idiot de ne pas y avoir pensé avant, mais c'est le temps, quoi, je veux dire. C'est d'un coup, voilà, personne ne l'avait fait, donc il fallait bien trouver une solution, quoi. Et quand tu as commencé, je vais te poser une question un peu directe, Daniel. Quand tu as commencé la biodynamie, tu y croyais? Alors, évidemment que j'y croyais, parce que sinon, je ne l'aurais pas commencé. Par contre, évidemment, c'est plutôt, même ça serait plutôt encore dans la bio avant que je peux dire, j'y croyais, je ne l'ai pas fait certifier pendant 10 ans, parce que je voulais garder une sécurité pour moi, comme je le fais pour ma santé, en me disant, je ne prends pas d'antibiotiques, mais si une année, je suis très, très, très malade, je prends un antibiotique et ça me sauvera. Donc, je faisais un peu la même chose dans la vigne. Et un jour en parlant, on me dit, mais et depuis 10 ans, alors vous en êtes servi combien de fois? Et là, je me suis dit, mais 0 fois. Donc, en fait, c'était juste une sécurité intellectuelle. Et en 10 ans, si tu veux, tu as eu des années qui étaient très difficiles, même mauvaises. Et je n'avais pas eu besoin de quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu peux le certifier. Et puis, c'était le moment où tout le monde commençait à en parler. Alors, tout le monde en parle un petit peu. Aujourd'hui, tout le monde est en biodynamie, mais personne. Pour moi, il fallait que je puisse être certifié pour prouver ce que je disais, pour dire vraiment, c'est de la biodynamie, mais je fais tout et je fais tout comme il faut parce que ça, c'est ma passion. Et je fais beaucoup plus de choses que ce qui est dans le cahier des charges de la biodynamie, c'est-à-dire des tisanes. On pourra y revenir peut-être tout à l'heure. J'avais une question ça fait partie peut-être un des points moi, qui m'a marqué en ce qui te concerne, c'est que finalement, tu attaches beaucoup d'importance à la relation entre l'homme et la parcelle ou les parcelles. Et donc, si je me souviens bien de ce que tu m'as expliqué, tu as certains collaborateurs, autrices, qui sont attachés à certains endroits du domaine. C'est ça, hein? Ouais, ça c'est vraiment, c'est aussi quelque chose qui était un peu nouveau, notamment des filles qui ont eu, maintenant il y en a plus souvent, mais qui ont eu la possibilité de tailler la vigne. À ce moment-là, c'était réservé aux hommes. Et chaque personne, par exemple, taille sa vigne. Et donc, la personne, c'est comme si c'était sa propre vigne, la taille avec amour, celle qui va la retailler l'année prochaine. Donc, si elle fait un travail un peu moins bien, elle sait qu'elle va y retrouver dessus. Et au moment des vendages, quand on avait pu parler de ça, c'est parce que les gens, ils sont très fiers de montrer le résultat de leur travail au cours de l'année. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important et d'arriver à partager ça avec les gens qui travaillent avec moi. C'est des collaborateurs. Et puis, si du coup, on a mis 3 endroits pour faire la biodynamie, il faut qu'il y ait 2 autres personnes
qui soit, donc, et bien sûr, il y a mon fils, etc., mais qui soit là pour passer la biodynamie, mais avec des bonnes intentions, qui y croient vraiment, quoi. Parce que si tu fais ça parce que le chef t'a dit d'aller pulvériser de la bouse de corne à 5 heures du matin, t'imagines bien que ça n'a pas le même résultat que si tu fais ça parce que tu y crois vraiment, quoi. Alors, du coup, ça me fait dévier sur une autre question qui est un petit peu plus directe aussi. La biodynamie, on en a souvent parlé ensemble, ça peut avoir un côté dogmatique, un peu ésotérique, où finalement, on est passé du dogme, on est passé à un moment du dogme du tout chimique. Après, on est passé dans un dogme où on était plus dans l'agriculture biologique. Et pour certains, Oui. la biodynamie, c'est vraiment, enfin, si on écoute certains professionnels, hors des vins biodynamiques, il n'y a pas de grand vin. Oui. Donc, moi, j'aimerais peut-être que tu nous donnes un peu ta vision là-dessus. Et moi, je pense, voilà, je vais te laisser répondre, mais je pense que la biodynamie, c'est aussi, ça peut être un merveilleux outil, mais ça peut être aussi un outil dangereux. Oui, je pense que ma vision, je pense que je vais parler que du côté du merveilleux outil, parce que je n'ai pas envie de parler du côté dangereux, c'est parce que c'est le dogme qui prend le dessus, il n'y a plus la réflexion, il n'y a plus le cœur humain, il n'y a plus le partage avec la plante. Parce qu'en fait, quand tu es biodynamie, tu es souvent dans tes vignes, donc évidemment, même avant ça, j'y étais déjà, et ça, c'est pour ça que ça me plaît autant, c'était ma passion. Mais ce partage-là, il faut qu'il soit réel et vrai. Après, pour répondre à ta question, franchement, et je pense qu'on a eu la chance de pouvoir déguster des grands vins qui n'étaient pas que en biodynamie, et on s'est régalé. Je pense qu'il y a des très, très, très grands terroirs, qu'il y a des vignerons qui sont très, très bons, qui peuvent être respectueux de ce terroir, sans être en biodynamie. Peut-être ils pourraient être encore plus loin s'ils étaient en biodynamie. Ça, c'est la question que je peux me poser. Tu vois, est-ce que c'est assez clair ou... Laquelle de pâte? Pas ce qui se passe, je t'entends plus, j'entends un petit brouhaha, mais... Attends, j'ai quelqu'un qui... faut que je... Voilà, c'est bon. Ça va là, vas-y. Voilà, il y avait un petit brouhaha qui a un peu coupé. Il y a bien, voilà, j'espère que ça va marcher. Oh, ça, il me fait de la peine, il pleurait. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. J'ai l'impression, ouais. Ouais, vas-y, c'est bon, ça y est. Alors, comment, du coup, je ne sais plus ce qu'il faut que je redise ou pas. On parlait qu'est-ce qui a été clair, qu'est-ce qui n'a dogme, pas été clair? on parlait de la relation à la plante et du dogme avec la biodynamie. Oui, c'est ça. Donc, et puis, je te disais qu'on a vu la chance de boire quelques très belles bouteilles qui n'étaient pas en biodynamie. Donc, oui. Je pense que vraiment, on a la capacité, avec des grands terroirs. Par contre, la biodynamie peut nous aider à passer encore un niveau supérieur. C'est pas parce qu'il est biodynamique qu'il est bon. Je pense que c'est parce que le vigneron est bien, qu'il est bien centré sur sa terre, etc. Mais peut-être que ces grands vins, on en a déjà parlé, ils pourraient être encore meilleurs s'ils étaient en biodynamie. Mais je ne suis pas extrémiste, je veux dire. Je peux reconnaître qu'un vin est très bon, même s'il n'est pas en biodynamie, tu vois. Donc c'est ça. Est-ce que c'est clair? Ça suffit? Pardon? Ouais. Tu m'entends, Daniel? Je t'ai perdu, peut-être? Non, c'est bon. Oui, très bien. On est avec toi. Donc c'est bon, certain. Et voilà, ça, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus quand même. Oui. Puisque de toute façon, la notion de grand vin, pour moi, elle n'est pas toujours liée à la biodynamie. Elle va être principalement liée aussi à la relation que va entretenir l'homme ou la femme avec son terroir, qui va être en capacité de ne pas dominer la nature, mais vraiment d'avoir cette notion de libérer l'énergie. Il y avait deux questions. Il y avait une question qui demandait, par exemple, quand tu as parlé tout à l'heure de sites liés à la biodynamie, moi j'ai répondu à ta place. Hein. C'était 3 endroits différents, c'est ça que tu avais sur le domaine? Oui, c'est ça, 3 sites, c'est-à-dire grosso modo Châteauneuf-du-Pape, Rasteau et les Côtes-du-Rhône.
Ok, Dans donc les, Châteauneuf-du-Pape, bien sûr, c'est sur Châteauneuf-du-Pape, Rasteau sur la commune de Rasteau, et les Côtes-du-Rhône sont sur la commune d'Orange, donc à la limite donc, de Sérignan. Bon, j'ai bien répondu à ta place. On a une autre question de Harry qui nous dit, je répondrai après sur l'outil dangereux, comment se forme un vigneron en biodynamie? Oh ben, il faut qu'il se sente bien, parce que s'il ne se sent pas bien, vu qu'il est là pour être le relais des énergies, il faut absolument qu'il soit bien. Moi, je suis heureux quand je marche dans mes vignes, quand je suis dans la cave, quand je travaille. Tous les jours, c'est du bonheur. Il n'y a que quand il y a les côtés administratifs qui peuvent des fois être un peu pénibles, mais sinon, la passion de la vigne ou du vin est plus importante que les ennuis, quoi. Alors, il y a une autre question et je vais y répondre puisque c'est moi qui ai pris la parole là-dessus. On me demande qu'est-ce que j'entends par outil dangereux. Pour moi, quand on travaille en biodynamie, on va travailler sur ce qu'on appelle les forces du vivant, c'est-à-dire qu'on va travailler dans la dimension énergétique et dans quelque chose d'un petit peu plus subtil, sans utiliser des mots qui peuvent faire peur. Quand on fait par exemple un vortex, c'est-à-dire que quand on a dynamisé, c'est-à-dire qu'on va prendre une préparation de plantes, etc., ou de la prêle ou du millepertuis, qu'on va se mettre le matin et qu'on va dynamiser, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'eau, on va avoir une espèce donc ça c'est fait manuellement, mais c'est généralement fait avec un dynamiseur mécanique. On va à ce moment-là informer l'eau. Et dans ce moment-là, je vais parler de dangerosité parce que tout simplement, si la personne qui le fait n'est pas bien dans le bon état d'esprit, on peut aussi filer un message on va dire, qui peut être nocif pour la vigne. Il y a un très beau livre qu'a écrit Matsuru Emoto sur la mémoire de l'eau qui explique ça. En fait, c'est pour ça que cette notion dans la biodynamique d'intention, c'est-à-dire que quand je vais faire quelque chose, je vais juste vous raconter quelque chose pour évaluer, pour vous faire comprendre ça. C'est le tailleur de pierre, l'histoire du tailleur de pierre. L'histoire du tailleur de pierre, celui qui va tailler la pierre, il faut vraiment qu'il se mette dans un état de calme, il faut qu'il prenne ses outils, et il va d'abord regarder et sentir sa pierre. Et il va se mettre dans une relation d'intention, il ne va pas dire je vais obtenir ça de la pierre. Il va se mettre devant la pierre, il va écouter le chant de la pierre, c'est-à-dire qu'il va tailler par rapport à son ressenti, par rapport à ce qu'il a dans les mains. Dans la biodynamie, c'est un petit peu pareil. La biodynamie, pour moi, c'est une recette, mais il ne faut pas que ce soit une recette. Une recette, elle ne s'applique dans ses grands principes, mais elle va changer. Si vous demandez à un grand cuisinier s'il cuisine toujours de la même façon le homard ou le filet de bœuf, c'est pas vrai. Il va changer son mode de cuisson, il va changer un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que la biodynamie, ça peut être un outil qui peut semer aussi le chaos quelque part, parce que ça peut devenir un dogme, ça peut devenir quelque chose qui est monopensé. Et au lieu de faire quelque chose, la biodynamie, ça doit être intéressant, mais ça doit être aussi quelque chose qui laisse de l'ouverture et de la place aux vignerons pour se lier à sa terre et en libérer le message. Je te repasse la parole. Je pense que tu nous as amené quelque part. Non, oui, je vous ai amené au-dessus d'une cuve qui est en fermentation pour étayer un peu tes propos. Parce que quand on est en fermentation, c'est une transformation. Et là, ce qui est absolument extraordinaire, cette cuve elle a été remplie le 19 du mois dernier, donc elle a aujourd'hui 33 jours de cuve. Et en fait, c'est son champ, c'est sa dégustation, évidemment, mais le toucher du chapeau quand on est en train, le chapeau c'est les grains que vous voyez au-dessus là, qui vont remonter pendant la fermentation, qui sont absolument magnifiques, qui vont me guider pour savoir quel est le bon moment. Et après, choisir le bon moment, c'est comme pour la pulvérisation de biodynamie, il y a aussi le calendrier, et si on le respecte aussi, ça c'est hyper important pour être toujours dans ces cycles. Si on est dans les bons cycles de la nature, on se préserve de maladies, comme je disais tout à l'heure pour la vigne, mais pour le vin aussi, on est toujours plutôt bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Je retourne à un endroit où ça résonne moins. Là, j'étais dans la cuverie de Cuvebois. Je te repose une petite question. Il y avait une question, par exemple, sur lorsqu'on travaille avec la Lune, avec les différentes influences lunaires en biodynamie, est-ce que pendant l'hiver, on va beaucoup moins tailler? Ou on ne taille pas du tout d'ailleurs?
Alors, la Lune, évidemment, c'est un astre très présent qui influence fortement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la Lune, et personne ne le remet en question. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur l'influence de la Lune sur les marées. Les femmes sont encore plus sensibles à la Lune que les hommes. Elles, en général, le comprennent encore mieux ce que je dis. Mais il n'y a pas qu'elles. C'est-à-dire qu'il y a tous les astres qui ont fait les fameux signes du zodiaque. Là, on n'est pas en train de parler du zodiaque où vous allez faire une rencontre demain en allant au bureau, quoi. On parle du vrai cycle du zodiaque avec les astres, comment ils sont posés, etc. Et ils ont des influences. Et ces influences peuvent être très bonnes pour la vigne ou néfastes. Il y a des jours qui sont plus néfastes, mais ces jours-là, par exemple, si on a taillé toute la semaine, on peut broyer les sarments. C'est une question d'organisation. Il a fallu repenser le travail. C'est-à-dire que il y a des jours, et en été, c'est pareil, il y a des jours où on ne travaille pas le sol. Alors le jour où on ne travaille pas le sol, eh bien, on va broyer de l'herbe, on va attacher, on va relever, on va faire des travaux, on en a à faire. Le tout, c'est de le planifier vraiment au bon moment et de choisir au maximum les bons jours. Mais après, il faut être très intelligent, c'est-à-dire ça c'est un peu difficile. Il faut être pragmatique, c'est-à-dire que si ils nous annoncent un orage terrible comme il y a eu dans les Cévennes, dans le Gard, qui sont à peine à 20 km à vol d'oiseau d'ici, 600 mm, alors qu'on n'avait pas fini les vendanges, si ça avait été annoncé dans notre région, ils nous annonçaient que quelques millimètres, donc ce n'est pas précipité. Mais je préfère rentrer raisin un jour un peu moins bon, en bon état sanitaire, qu'attendre le jour idéal et avoir pris 600 mm qui auront dévasté le raisin. Tu vois, voilà ma... Est-ce que c'était clair, mon explication? Je te remercie. Oui. On a une autre question aussi qui dit, voilà, les premières années de conversion en biodynamie, est-ce que ça a été difficile pour toi? Non, ça n'a pas été difficile pour moi parce que justement, je l'avais étudié longuement. J'avais réfléchi depuis longtemps et j'étais vraiment prêt dans ma tête. Et j'étais en biologique avant, donc je n'avais pas non plus tout à changer. Donc ma réponse, non, ça n'a pas été difficile. Simplement, ce qui peut être beau, c'est de sentir si au bout de quelques années, certaines évolutions favorables dans, par exemple, la structure de la terre. Tu vois, si une terre, je ne te parle pas au mois d'août quand la terre est sèche, parce que chez nous, c'est quand même particulièrement sec des fois, mais allez, au moins 11 mois sur 12 de l'année, tu attrapes une herbe qui pousse, tu tires et tu as une motte de terre qui monte avec une structure grumeleuse, une odeur de terre bonne. Et on sait qu'on peut mélanger, mesurer toute la vie qu'il y a au niveau des micro-organismes dans ces sols. Je reviens sur une autre question, sur la formation en biodynamie, parce que tu as dit tout à l'heure que tu le sentais bien, que tu te sentais bien dans la biodynamie. Et comment tu l'as appris, cette biodynamie? Tu as eu un consultant, je crois que tu as travaillé avec Jacques Mel au départ. Oui, alors Jacques Mel, c'est toujours quelqu'un que j'apprécie énormément. On se téléphone de manière régulière. Si tu veux, on échange. Oui, Jacques Mel est un conseiller en biodynamie, comme il peut y en avoir plusieurs. Ils ne sont pas très nombreux, hein, globalement. Mais c'est un vieux de la vieille. Il a fait partie des premiers qui ont fait donc, de la biodynamie avec M. Boucher. Quand Boucher est mort, il a remonté sa propre boîte et puis il a été conseiller. Donc il est originaire de Champagne, il habite toujours en Champagne. Et puis il nous a beaucoup aidé dans sa vision. Il est vraiment, c'est quelqu'un pour moi qui est très près du vigneron et de la nature et de comprendre ce que nous on veut aussi pour notre terre, quoi, si tu veux. Il est plus au service du vigneron et de la biodynamie que du dogme, quoi, tu vois. Voilà. Il y a une petite question également sur le cycle de la nature qui s'adapte au changement de climat rapidement. Est-ce qu'il y a une meilleure adaptation grâce à la biodynamie au réchauffement climatique ou à ce type de choses?
Oui, je vais dire que là, ça me semble quelque chose d'évident, puisque comme on a dit que la plante, elle était en adéquation avec son milieu, donc déjà, elle se porte mieux. Deuxièmement, on favorise l'enracinement profond par la préparation à base de bouse de corne, hein, principalement. Donc, on va dans des zones qui ne subissent moins le stress hydrique pour notre région, par exemple. Donc, on arrive à mieux résister. Et après, on a des préparations, et puis on peut se servir de plantes qui sont remarquables, comme l'ortie. Hein. On ramasse nous-mêmes, on va la ramasser avec nos équipes, on fait des tisanes, on fait peu de purée, on fait beaucoup plus de tisanes que on fait des tisanes d'ortie. C'est quoi la différence? Alors, la tisane, c'est vraiment, voilà, la tisane d'ortie, c'est-à-dire là, on met, pour le cas, par exemple, on met des orties dans de l'eau, on la porte à ébullition, on arrête l'ébullition, et puis souvent, on la dynamise pendant 20 minutes. Quand c'est une tisane, c'est 20 minutes. Quand c'est une préparation, c'est 1 heure, à des heures donc vraiment précises. Et ça va faire, l'ortie va avoir le même effet que sur le sang humain. On peut s'en servir pour l'homme avec un H, hein, pas l'homme par rapport à la femme, donc l'être humain, pour faire circuler le sang. Donc l'ortie va faire circuler la sève et elle va nous aider dans les cas de sécheresse ou de, comment dirais-je, de chaleur extrême, quoi, canicule, etc. Donc là, on va faire des tisanes qui peuvent, en général, quand c'est juste du confort, on fait des tisanes à 10-20 grammes par hectare. Hein. C'est vraiment toujours avec des toutes petites doses, 10-20 grammes hectare. Mais si on est en cas de fort stress, parce qu'il y a eu la canicule, on peut parler, je ne sais pas, par exemple de l'année d'avant, avec beaucoup de jours de canicule, eh bien, on peut monter jusqu'à 80 grammes d'ortie qu'on pulvérise et le lendemain matin, on voit la vigne respirer, quoi. On sent vraiment que ça lui fait beaucoup de bien et ça lui permet d'attendre. Tout ça sans irrigation, quoi. Je veux dire, alors, certes, on peut perdre quelques feuilles, mais pour moi, on y arrive vraiment bien sans avoir recours à ça, quoi. On a 2 questions. Je vais expliquer après ce que veut dire, enfin, je vais expliquer ce que veut dire dynamiser. Il y a une question, c'est quelle est la dose maximum de bouillie bordelaise, donc de soufre et de cuivre qu'on peut mettre en biodynamie? Elle est à 4 kilos maintenant, pour le cuivre. Hein. Pour le cuivre, c'est 4 kilos maximum. Lissé sur 7 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, dans notre région, globalement, on n'a pas de problème par rapport à cette dose-là. En 2018, qui était une année particulièrement difficile dans notre région, on a pu se poser la question, mais on y arrivait quand même, sans dépasser cette dose annuelle. C'est-à-dire qu'on n'a même pas été obligé de le lisser sur plusieurs années. Donc, dans des régions où il y a beaucoup plus de pluviométrie, souvent le cépage qui est autochtone ou enfin qui est originaire de cette région-là est souvent un peu plus résistant aussi. Donc en fait, chez nous, il n'y a pas trop de pluie, mais on peut penser que la vigne elle est quand même relativement sensible parce que quand il y a une pluie, souvent il fait très chaud derrière, donc humidité et chaleur, les champignons se développent très rapidement. Donc on a une sensibilité quand même marquée. Maintenant, on craint moins quand même que, par exemple, le bordelais au niveau du milieu. Petite question, il y a Sandrine qui nous demande, ça veut dire quoi dynamiser? Parce que nous, dynamiser. Alors, dynamiser, c'est créer un vortex. Alors, on peut le faire à la main, hein, dans un seau, avec un bâton. On tourne dans un sens. On va dire, allez, on part sur 30 secondes dans un sens. On casse, on fait un chaos, donc on repart à l'envers pendant 30 autres secondes. Donc, au moment où on fait le chaos, pendant le vortex, toute l'énergie des planètes qui sont là rentre dans l'eau. Quand on casse ce vortex et qu'on fait ce chaos, elle est emprisonnée dans l'eau et on fait ça pendant 1 heure. Donc, ça veut dire qu'on a ce mouvement, on a une grande marmite, on a une hélice à l'intérieur, donc ça tourne dans un sens, c'est ça, dynamiser. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, mais si on le fait dans une petite casserole dans sa cuisine pour le voir, quoi, tu prends une spatule, tu tournes dans un sens, ça fait vraiment un trou au milieu,
clac, tu tournes à l'envers et tu vois bien que ça se casse et tu fixes, voilà. Ouais. Donc, voilà, c'est juste pour que les gens voient vraiment ce que peut être. Et donc, comme c'est positionné à un moment particulier, on emmagasine l'information de ce moment-là, comme comme on disait tout à l'heure par rapport au zodiaque, quoi. Et donc, c'est pour ça on le fait à des heures et des moments très précis. J'ai une autre petite question, Daniel, sur que tu dis que tu as été formé de façon classique. Est-ce que tu peux préciser ce que tu as fait, bac pro, un BTS agriculture? Ouais, un BTS Vitiono d'abord, et puis après des études à Montpellier aussi en plus. Donc voilà, ça permet, si tu veux, de comprendre, et je ne regrette pas ça du tout. Ça m'a permis de comprendre exactement tous les fonctionnements du sol, de la plante. Et après, il m'a fallu désapprendre des choses que j'avais appris. Je vais donner un exemple tout simple, c'est moi, on m'a dit, tu es dans le sud, toi, écoute, il ne faut pas faire la malolactique. Donc, peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais on pourra y revenir. J'explique juste. Voilà, tu l'expliqueras après, mais bref. Je l'explique dans la foulée. Donc, la fermentation malolactique, dans le raisin, dans le jus de raisin, vous avez différents acides. Et vous avez par exemple l'acide malique, qui est l'acide de la pomme verte. Donc, c'est un acide qui a un pouvoir acidifiant extrêmement fort. Et il va y avoir une transformation. On va passer d'un acide fort à un acide plus faible, qui est l'acide lactique, qui est l'acide qui est dans le lait. Donc, c'est une désacidification naturelle du raisin, ou du vin d'ailleurs, plutôt du vin, plutôt du raisin, qui se fait. Voilà, donc, on appelle ça, vous entendrez souvent les gens dire la malo, voilà, mais c'est un peu l'idée. Voilà. Je te repasse la parole, Daniel. Oui, c'est très bien expliqué, parfait. Et donc, si tu veux, on m'avait dit, ça, toi tu es dans le sud, il faut garder l'acidité. Dans le sud, vous manquez d'acidité, il ne faut pas la faire. Et puis, tous les grands vins que je goûtais de partout, toujours finalement, ils avaient fait la malo, quoi. Et ça me chagrinait, cette histoire-là. Et puis, on avait en collection des vieux blancs aussi. Donc, et là, il ne le savait pas, mais comme il ne le maîtrisait pas, il faisait la malo. Et ces vieux blancs sont toujours très bons. Donc, en fait, première expérience. Et puis, 2-3 ans après, je faisais déguster, si tu veux, le fût que j'avais fait la malo et le blanc classique. Et tout le monde me disait, ben, écoute, celui-ci, c'est celui qui a fait la malo, celui-là, c'est celui qui n'a pas fait la malo. Et en fait, j'ai eu 100% d'erreur. Il n'y a personne qui a fait juste. Donc, ça m'a conforté dans mon idée que faire la malo, c'était un grand pas pour la complexité des blancs, même dans notre région. Et en fait, ils peuvent perdre un petit peu d'acidité qui est dosable en analyse. Par contre, ils gardent ou ils ont une fraîcheur supplémentaire et une âme supplémentaire. Alors, il y avait une autre question sur la façon dont vous pulvérisez. Est-ce que vous pulvérisez avec un pulvérisateur en cuivre ou avec un pulvérisateur mécanique? Non, alors là-dessus, tu vois, je veux dire, voilà, ça c'est vraiment exactement le genre. Donc le dynamiseur lui-même, là on est dans les dogmes de la biodynamie, tu vois, justement, où certains prônent le dynamiseur en cuivre, l'autre le dynamiseur en bois. On a interdit les dynamiseurs avec de la fibre de verre. Alors, tu vois, pour moi, ça, c'est vraiment la question qui va un peu m'énerver finalement. Pourquoi? Parce que la biodynamie, ça ne représente rien. On va faire des querelles de clochers pour savoir s'il faut que le pot de terre il soit en terre cuite ou qu'il soit en grès, si le dynamiseur doit être en bois ou en cuivre. Moi, ce qui compte pour moi, c'est de le faire avec la bonne intention et au bon moment. Et donc, pour répondre particulièrement à la question, mes dynamiseurs, ils sont en bois et le pulvérisateur, il est consacré uniquement aux préparations biodynamiques. Le pulvérisateur qui fait le soufre et le cuivre ne fait que ça. Celui pour la biodynamie, il est en plastique, par contre, mais il ne sert qu'à ça. D'accord. Ok. Il y avait une petite question sur un ouvrage, je vais répondre juste rapidement. Il y avait une petite question sur un ouvrage à conseiller sur la biodynamie. Et Mélanie Morin a eu la gentillesse de nous parler de Pierre et Vincent Masson. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je confirme aussi, c'est très, très chouette. Ouais. Alors, il y avait une autre question sur, tu vois, Harry nous demande, voilà, tu parlais de mauvaises herbes au pied de tes vignes.
s'il a bien compris. Et il pose la question, par exemple, est-ce qu'il y a il y a des mauvaises herbes? Est-ce qu'il y a des plantes également qui sont présentes dans la vigne qui vont aider la vigne? Par exemple, dans le principe Alors, de la permaculture. je pense que où j'ai ma langue qui a fourché, où ça a été un petit peu mal compris, mais je n'utilise jamais le mot de mauvaises herbes, parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Il peut y avoir une herbe qui va me gêner, mais si elle me gêne, c'est pour m'indiquer que le sol a un déséquilibre, un problème, si tu veux, tu vois. Donc, elle est bio-indicatrice, on va dire. D'accord? D'accord. Donc, quand je parle d'herbes, évidemment, il n'y a que des bonnes herbes dans les vignes. J'ai fait avec un inventaire des herbes il y a à peu près une quinzaine d'années. Et dans une parcelle, on trouvait, sur un jour J, on trouvait une variété d'herbes qui représentait à peu près 27 herbes différentes. 27 herbes différentes, si tu veux. Et ça voulait dire pour Gérard Dussert, qui a écrit des livres très très intéressants sur les plantes bio-indicatrices, justement, se lisait pour lui qu'il y avait plus de 47 espèces qui étaient possibles sur une année, ce qui était remarquable. Et si tu veux, il peut y avoir dedans une plante qui peut être gênante, mais du moment qu'elle est en mélange dans une vigne ou dans un verger ou dans un pré et qu'elle ne devient pas envahissante, elle a sa place dans la nature, c'est tout. S'il y en a une de plante, elle n'est pas envahissante, on peut prendre l'ambroisie. Si tu as une ambroisie sur un hectare, ça ne pose aucun souci. Après, tous les terrains incultes ou abandonnés qui sont envahis d'ambroisie, on sait que c'est très mauvais pour la santé, que ça donne des allergies aux gens qui sont sensibles, etc. Donc, j'espère que c'était assez, tu vois, pour moi, c'est assez clair. J'ai compris. Il y a une autre question de Ambroise Pascal qui dit finalement, est-ce qu'il y a des expériences qui ont été faites pour comparer tu vois, par exemple, si tu prends une parcelle, est-ce qu'il y a des expériences qui ont été faites si on a dynamisé la bonne heure ou la mauvaise heure? Tu vois, des bouts de parcelles, finalement, si on a appliqué des protocoles de biodynamie corrects et non corrects, finalement, comment ça se traduit? Est-ce que ça se voit? Est-ce que toi, tu as déjà fait des expériences de ce type-là déjà? Alors, c'est vrai que c'est une question difficile et c'est souvent très ennuyeux de répondre à cette question parce que j'ai pas envie de faire une expérience de pulvériser une biodynamie à un mauvais moment. Parce que si je crois fort à ce que j'ai dit, je pense que je vais faire une erreur. Par contre, je peux me nourrir d'expériences qui se sont passées avec des collègues vignerons qui ont eu, par exemple, une panne et qui ont voulu quand même pulvériser leur préparation à ce moment-là de silice. Et au lieu de la faire au lever du jour, mettons là, quand on est au mois de juin, c'est-à-dire c'est vers les 6 heures du matin qu'on commence à pulvériser, ça veut dire qu'on a dynamisé 1 heure avant, comme il faut se préparer. Voilà, ça veut dire qu'on a commencé à 3 heures. Et bon, on ne tient pas au moment de partir, donc ça va le faire aller. Ils y vont après, et au lieu de commencer au lever du jour à 6 heures, ils commencent à 10 heures. Et là, on a vu des résultats dangereux, c'est-à-dire des vignes qui ont été grillées comme celles qui ont été grillées l'année dernière par la canicule. C'est-à-dire que cet effet parce que ça a été passé au mauvais moment. Donc, effectivement, là, on met des doses minimes qui varient entre 4 et 7 grammes par hectare. Hein. Donc là, c'est vraiment minime. La silice, c'est 4 grammes selon la silice qu'on utilise. Si on prend celle de Masson, c'est 4 grammes. Si on prend celle de Jacques, c'est 7 grammes. Nous, maintenant, on les prépare nous-mêmes. Hein. Tout ça, on le fait nous-mêmes. Au travers d'un groupe de préparats avec finalement des amis vignerons, ça permet de partager tout ça. Ça me permet d'enchaîner sur une question qui demandait finalement, est-ce que vous arrivez entre vignerons adeptes de la biodynamie à créer des groupes de travail et d'échange où vous pouvez partager? Oui, donc là on arrive pile, la réponse c'est ça. Donc ma réponse est très claire, oui. On a monté un groupe qui s'appelle Éclat de Lune,
et on fait toutes nos préparations ensemble. La semaine dernière, on a enterré la bouse de corne, on s'est distribué le compost de bouse de Maria Thune. Voilà, après, on fait tout ça tout le temps, oui, ensemble. Donc, on se voit, je dirais, on se voit minimum en atelier comme ça 2 à 4 fois par an. Et puis, par exemple, si on est 4 ou 5 à un peu plus organiser cela, on se voit un peu plus régulièrement et on échange. Et on fait aussi, on continue, même si j'estime, pour moi, la formation n'est jamais finie parce qu'on est sur quelque chose qui est tellement puissant et profond qu'on découvre tout le temps quelque chose de nouveau et donc on est obligé d'aller en recherche permanente. Et je dirais même finalement que la biodynamie, c'est un outil. Et en fait, selon l'endroit où on est, selon l'atmosphère, selon son humeur, finalement, l'outil va interagir différemment. Donc finalement, on peut avoir une connaissance théorique ou pratique de la recette ou du principe de la biodynamie. Il y a une grande adaptation de l'homme ou de la femme par rapport au lieu et par rapport au moment. Donc il y a l'effet, il y a vraiment l'accroissement de l'espace-temps qui va demander au vigneron ou à la vigneronne de vraiment se mettre en miroir avec la nature, dans l'écoute, et être en capacité de révéler l'énergie et la lumière du lieu. Ça me semble être un point important à souligner. Alors, on avait une question, ça tombe bien parce qu'on voit les cépages derrière toi. Il y a une question, est-ce que tu utilises des vieux cépages oubliés? Alors, est-ce que tu peux peut-être nous raconter l'histoire de Grande Partita, qui est quand même assez sympa? Puis on partagera une petite expérience de dégustation intuitive après la suite. Ça, c'est génial. OK. Oui. Alors, évidemment, j'utilise les cépages oubliés, mais de notre appellation Châteauneuf-du-Pape. Je me suis posé la question il y a maintenant une vingtaine d'années. Pourquoi j'avais des vignes qui étaient centenaires et qui étaient encore en pleine forme et pourquoi j'en avais que mon grand-père avait planté, qui avait à peine moins de 50 ans, je dirais, et qui était bonne à arracher. Donc, il y a eu un passé avec de la chimie, on peut dire tout ce qu'on veut et tout ça, mais ça ne me suffisait pas comme explication, parce que toutes l'avaient vécu quand même, et d'autres mieux que d'autres. Donc, j'ai essayé de recréer le geste qui a eu lieu juste après le phylloxéra, c'est-à-dire j'ai planté une vigne avec des racines américaines, et entre-temps, pendant 5 ans, j'ai sélectionné dans toutes nos vieilles vignes. Donc, il faut penser qu'à ce moment-là, j'avais des vignes qui étaient de 1900, 1902, etc. Tous les cépages que je cherchais, qui venaient de Châteauneuf. Donc, on a 13 cépages à Châteauneuf-du-Pape. Je peux refaire le petit truc pour les montrer pendant que je parle. Et ils sont tous là en bocaux et ils sont dans la vigne juste à côté. Donc, j'ai sélectionné tous ces cépages patiemment, un à un, et je les ai identifiés avec une petite étiquette. Et au moment des vendanges, je goûtais quand même le raisin pour avoir une idée de la qualité. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans et puis j'ai récupéré tous ces bois-là et je les ai greffés moi-même avec un ami à 4 pattes dans les vignes, comme ça s'est fait juste après le phylloxéra. Et cette vigne, elle était un peu mon conservatoire, ma nurserie. Évidemment, c'est que du massal. Il y a 2000 cèpes comme ça, il n'y en a pas un le même. Ça vient de 2000 cèpes différents, quoi, tu vois. Tu peux expliquer ce que c'est que la différence entre sélection massale et sélection clonale? Alors, oui. Dans la volonté du vigneron et des chercheurs de faire toujours mieux, on a sélectionné, par exemple, je vais prendre un cépage, le Grenache, qui est le plus important à Châteauneuf. On va sélectionner le Grenache et on sélectionne une souche de Grenache qui fait les plus beaux raisins, le plus gros degré, la meilleure, la plus belle. Et celle-là, on la multiplie à l'infini, c'est des sosies. C'est des sosies. Et ça s'appelle des clones. La contraire, c'est le Grenache. Il peut avoir une multitude de frères comme nous, êtres humains. Chaque être humain est différent, sauf quand ils sont jumeaux. Et là, on est dans le cas pile donc, de la sélection massale. Donc,
une sélection massale avec les 13 cépages. Comme il y a les couleurs, les 13 cépages, ça en fait 18 parce que par exemple, tu as le grenache qui est à la fois noir, blanc, gris, la clairette qui est blanche et rose, etc. Et donc, tous ces cépages-là, je les ai multipliés pour en faire ma nurserie. Et aujourd'hui, ça me sert toutes les années. Je prends des bois dans ces vignes-là que je vais regreffer dans les autres vignes pour monter ce pourcentage de cépages en voie de disparition. Parce que je pense que c'est notre outil pour lutter aussi. La biodynamie, j'ai répondu que ça pouvait m'aider contre la sécheresse, mais ça suffit pas, enfin, contre le changement climatique, contre ce changement qu'il y a. Et l'autre voie que j'ai, qui est la même, c'est la diversité génétique et la diversité des cépages qu'on a. Souvent, des fois, on dit, mais comment on va faire? Les vignerons de Champagne, ils vont monter en Angleterre, etc. Les cépages qui étaient au sud, ils vont aller en Bourgogne. Enfin, on se pose de grosses questions. On veut créer des cépages, comment dirais-je, mix, créer des génétiquement modifiés, etc. Donc, on part dans tous les sens, alors que nous, par exemple, on a la chance d'avoir ces cépages-là qui sont autochtones et qui ont été abandonnés. Mais pourquoi ils ont été abandonnés? Simplement parce qu'ils faisaient moins de sucre. Simplement. Voilà, ils faisaient moins de sucre, moins d'alcool, ils étaient moins puissants, ils étaient plus difficiles à travailler. Voilà. Et donc, on les remet au goût du jour et on s'en sert et c'est un outil extraordinaire. Ouais, attends, j'ai plein de questions, hein. C'est bien. Y a-t-il une grande différence de rendement entre des parcelles qui sont en biodynamie ou pas en biodynamie? Alors, je dirais que je vais donner une réponse très claire qui va peut-être en satisfaire plusieurs, c'est-à-dire si je prends ma moyenne du domaine par rapport à la moyenne de l'appellation de Châteauneuf-du-Pape, je suis toujours bon. Donc ça veut dire que certes, il y a des gens qui vont faire plus. Alors ceux-là, en général, ils ne sont pas en biodynamie, ceux qui sont à plus, mais ils ont peut-être une viticulture différente, avec des vignes beaucoup plus jeunes, un peu plus poussées au niveau des engrais pour être sûr de faire le rendement maximum toutes les années. Donc je pense que la réponse est claire, c'est qu'on est capable de faire le même rendement qu'en conventionnel. Simplement, ça va nous donner... Et le mot conventionnel ne me plaît pas parce que c'est une conventionnelle qui est récente. Donc, conventionnel, il y a 200 ans, ce n'était pas avec des produits chimiques, on est bien d'accord. Donc, voilà. Si tu veux, je pense qu'on est capable. Alors, il y a une petite exception et je n'ai pas honte de le dire et pas peur de le dire. C'est 2018 où en fait, ça faisait 70 ans qu'on n'avait pas eu une climatologie aussi difficile. Il y a pile 70 ans, ils avaient eu exactement la même climatologie. La différence fondamentale, c'était qu'il faisait 2 degrés de moins à peu près à cette époque-là. Comme je le disais tout à l'heure, la virulence d'une maladie d'un champignon comme le mildiou, c'est s'il fait chaud et humide, il explose 2 fois plus vite. Donc, il y a 70 ans, eh bien, écoute, ils se sont fait racler. Le rendement de l'appellation de Châteauneuf-du-Pape était à 3 hecto-hectares. Moi, le mien, en 2018, il est de 15, si tu veux. Donc, c'est moins de la moitié de ce qui est toléré qui est autorisé sur Châteauneuf, puisque c'est 35 hectos. Donc, c'est un peu difficile et il ne faut pas se faire plusieurs années comme ça. Ou alors, il faut être capable de le vendre le double. Mais je veux dire, ça ne fait pas partie de ma volonté non plus d'aller dans ce sens-là, tu vois. Est-ce que c'est assez clair ou... Oui, c'est parfait, c'est parfait. Il y a une petite question. Les grappes derrière toi, elles sont dans le formol, non, c'est ça? Ouais, alors là, c'est vrai que c'est encore une petite intuition et ce n'est pas un secret de famille. Mais la première, donc là, je les ai refait l'année dernière. Mais sinon, elles avaient plus de 10 ans. Il y a 10 ans, quand j'ai eu l'idée, j'ai tout essayé. C'est-à-dire, j'ai mis de l'alcool, j'ai mis du formol, j'ai mis de l'huile de paraffine. Ouais, voilà. En fait, l'alcool va tirer trop la couleur et les blancs vont brunir et les rouges vont brunir aussi un peu. Et au bout d'un an, on ne voit plus la différence. L'huile de paraffine, ça marche super bien pendant 6 mois, mais d'un coup, il y a un petit peu comme un champignon qui se développe et c'est foutu.
Le formol a tendance à jaunir un peu. Et là, donc, j'ai trouvé un mélange souvent avec les deux, c'est-à-dire et de l'alcool et du formol. Et il y a là, il y a encore des tests que je fais pour essayer de voir celui qui me préserve le mieux la couleur et l'intégrité du cépage pendant le plus longtemps, avec 10% d'alcool ou 20 ou 30. Sinon, la base, c'est le formol quand même. Mais le fait de mettre un peu d'alcool dedans me l'éclaircit, quoi. Alors, j'avais une petite question aussi sur l'autonomie agricole du domaine. Est-ce que tu penses que vous estimez être totalement autonome au niveau agricole ou vous avez encore besoin d'intrants qui sont non issus d'exploitation? Oui, alors les intrants qui ne sont pas issus de l'exploitation, ils sont le matériel agricole. Hein, je veux dire, jusqu'à présent, je ne suis pas encore apte à construire un tracteur. Voilà, non. L'électricité, pour le moment, on n'est pas encore là-dedans. L'idée, elle est vraiment d'y être, c'est-à-dire qu'on a mis en place, c'est Victor, mon fils aîné, qui s'en occupe, une étude pour couvrir les toits de la cave avec des panneaux solaires et être capable un jour de produire. La première étude nous donne vraiment... on va produire plus que ce qu'on consomme, donc ça sera bien. Après, le problème, c'est un problème d'ordre financier et d'investissement. On est une entreprise qui est familiale. Sans trahir le secret familial, on doit racheter les parts de notre sœur commune avec mon frère, et c'est un investissement qui est très lourd. Donc, ça coupe un petit peu la capacité financière d'investissement, si tu veux. Mais le projet est en route, il est dans les tuyaux. Et on est à fond là-dedans, on y réfléchit. L'herbe, on l'a laissé se ressommer. Après, on essaye aussi, quand on en sème, parce que tout à l'heure, il y a eu une question auquel je n'ai pas répondu, mais j'ai beaucoup parlé. Mais on a aussi semé des graines qui peuvent, par exemple, débloquer des situations. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, une vigne qui a eu une carence magnésienne, alors qu'il y a de la magnésie dans le sol. Et on ne comprend pas vraiment toujours pourquoi, mais ça vient certainement, évidemment, du porte-greffe. Quand la vigne n'était pas greffée, il faut être sûr qu'il n'y avait pas de carence magnésienne, puisque la vigne française, elle absorbe tous ces minéraux de manière parfaite. Le porte-greffe reste un filtre pour la vigne et il nous cause des soucis. Et pour le moment, on n'est pas capable de s'en passer. Ça ne nous empêche pas de réfléchir là-dessus. Mais, par exemple, le magnésium. Et donc, on va semer une herbe qui assimile bien le magnésium et qui, quand elle va mourir et se dégrader, aura assimilé le magnésium par une manière végétale, si on veut. Et si tu veux, la racine de la vigne arrive à absorber ce magnésium. Et là, quand j'ai testé ça la première année, je voyais la différence à l'œil nu. Et 3 ans après, on n'a presque plus de traces de carence magnésienne. Donc, si tu veux, on a des outils extraordinaires que la nature peut nous mettre à disposition. Le tout, c'est d'arriver à retrouver tout ça, quoi. Ce sont des outils d'observation. Ouais. Allez, une dernière question, une petite dernière question, et après, ça va être l'heure de l'apéritif. Ah, ça, c'est bien aussi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que vous avez testé sur le domaine les élevages en amphore? Ah oui, alors on en a 2, 3 même, pardon. On en a une qui est petite. Oui, on les a testés. On amène le truc assez loin, c'est-à-dire que globalement, on y vinifie dedans et après on y élève dedans aussi. Mais en fait, par rapport aujourd'hui à nos connaissances dans ce sens-là, on travaille sur des amphores en grès, c'est-à-dire de la terre cuite, mais cuite à une température un peu plus haute que la terre cuite basique, qui est tout petit peu moins poreuse par rapport à nos cépages qui globalement aiment moins l'oxygène que des cépages type 100% Syrah ou plus du Nord, quoi, par exemple. Voilà, ça c'est ma réponse, mais je peux répondre plus en détail s'il y a besoin. Bon, je vais repasser juste, je te remercie Daniel, je te repasserai la parole pour un dernier petit coucou. Je vous repasse donc juste le programme des prochains webinaires. Donc le 5 novembre, on se retrouvera avec Jackie Rigaud, qui est, Daniel est très passionnant et très bavard, mais alors Jackie, il est triplement.
Voilà, un grand passionné. Il a côtoyé pendant de nombreuses années Henri Jaillet en Bourgogne, donc il partagera les secrets et l'histoire de la dégustation géosensorielle. On restera bourguignon le 19 novembre avec Bernard Noblet, donc, qui a pris sa retraite depuis 2 ans maintenant, qui a été 30 ans, plus de 140, excusez-moi, 42 ans chef de cave de la Romanée-Conti et son père avant lui. On aura vraiment Bernard Noblet, c'est quelqu'un qui parle très peu, qui se montre très peu. Donc il a fallu vraiment que voilà, j'ai la chance d'avoir une relation assez proche avec lui parce que j'ai fait les vendanges en 2009. J'ai eu la chance de faire les vendanges au domaine en 2009, donc c'était assez génial. Le 3 décembre, on aura Paul Anselem, donc, qui nous racontera à travers les yeux de son beau-père Georges Vernet l'histoire et les péripéties de Condrieu. Et on terminera l'année avec Cyril Tota qui nous montrera un magnifique outil sur la dégustation via les terroirs. Un petit mot de la fin peut-être à toi, Daniel. Oui, alors pour la dégustation, je me suis mis derrière la vinothèque. Tac. Alors attends, peut-être qu'il faut que je le fasse comme ça. Voilà, regarde. Là, la vinothèque avec les grands formats, les vieux millésimes et toutes les années en collection depuis 1880. Le millésime le plus ancien, c'est 1880. Ouais, 1880, c'est ça. Il tient encore debout? Alors, écoute, nous, on a eu la chance d'en voir une avec notre association de Rhône Vignoble. C'est vraiment des amis, là. On en a bu une il y a à peu près 8-10 ans, là. Et elle tenait encore très, 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 très bien la route. Et franchement, c'est des grands moments d'émotion. Et ça procure... Enfin, voilà, on se plonge dans une autre époque, quoi. Il faut quand même vraiment penser qu'à ce moment-là... Alors, je ne sais pas si c'était des vignes qui avaient encore résisté au phylloxéra, puisque là, il n'y a pas d'écrit de la part de l'aïeul qui a fait ce vin. Si c'était des vignes qui avaient résisté au phylloxéra ou si c'était des tout jeunes vignes qu'ils avaient replantées juste après. Je ne le sais pas et je ne peux pas le savoir en le dégustant. On n'est pas arrivé à le savoir. On dégustait ça quand même avec François Audouze, qui est quand même quelqu'un qui a goûté beaucoup de vins. Il a goûté des vins sur 5 siècles. Donc voilà, c'était intéressant si tu veux. Mais on a eu beaucoup, beaucoup d'émotions avec cette bouteille, oui. Plus régulièrement, on a pu goûter des 1929 parce que là, par contre, mon grand-père en avait gardé beaucoup. C'était un grand millésime. Et donc, écoute, il n'en reste pas beaucoup maintenant, mais j'ai pu en goûter beaucoup de fois dans ma... Donc, si on vient au domaine, on te demande et on demande d'écouter le 1929 alors. C'est une bonne suggestion. Je ne serai pas là, quoi. Ouais, je termine juste déjà avec un grand merci. On n'a pas peu trop en parler, mais on est en train de bosser avec Daniel pour ceux qui suivent la formation du niveau 2 et du niveau 3. On est en train de bosser sur du parcellaire. Donc, on a isolé sur Châteauneuf, sur la même vinification. Daniel a isolé des vins de calcaire et des vins de galets pour vous faire goûter ça, voilà, pour rentrer dans l'intimité. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir Daniel et son frère Frédéric qui sont juste des gens exceptionnels, passionnants, passionnés. Et juste un grand merci, Daniel, de ton temps. Merci à vous tous. Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour être avec nous. On se retrouve dans 15 jours. On vous envoie une invitation web. Vive le vin, vive la vie et vive Bacchus. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est l'heure de l'apéro. Donc, buvez avec modération. Voilà, à la vôtre. Voilà. Moi, je passe au rouge après. Hein. Attendez, voilà. Je passe au rouge après. Je passe au rouge. Ben, ce qui est intéressant, c'est quand on passe au rouge, on ne perd pas 4 points avec celui-là. Si on reste chez soi, bien sûr. Bonne soirée à vous tous et merci Daniel et merci à vous tous de votre fidélité. Bonne soirée à tous. Et n'hésitez pas à nous rejoindre dans les formations parce qu'on vit ça tous les jours. Hein. Merci à tous. Bonne soirée à vous. Merci. Salut Daniel, merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.